Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce DVD que vous propose l'IFSA est consacré au cheval. Il s'adresse, bien sûr, aux auxiliaires de santé animale qui auront affaire auprès d'un vétérinaire à ce contact particulier. Mais il s'adresse aussi à tous ceux qui, au quotidien, ont à s'occuper d'un cheval ou de plusieurs chevaux. Alors on va commencer par le commencement. Ce cheval, essayons de le décrire, d'en connaître les différentes parties. C'est ce qu'on appelle l'extérieur ou la morphologie. Alors en hippologie, la morphologie, c'est la description externe du cheval. Alors on divise généralement le cheval en trois parties. L'avant-main, c'est ce qui est devant vous quand vous êtes à cheval. Le corps, c'est sous vous et l'arrière-main derrière. Alors dans l'avant-main, on a quoi? On a l'encolure, on a la tête, le poitrail, le garrot, les membres antérieurs avec le genou, le canon, le boulet. Attention, chez le cheval, on ne dit pas les pattes, on dit bien les membres. Ensuite, pour le corps qui comprend le dos, les reins, le ventre, le passage de sangle, les côtes et la zone inguinale. On passe à l'arrière-main avec la hanche, la croupe, la queue, membre postérieur avec la cuisse, le jarret, la pointe du jarret. Alors voilà, alors vous me direz pourquoi apprendre tout ça, ça vous paraît peut-être un petit peu rébarbatif, mais si vous voulez travailler dans le domaine de l'équitation, c'est un vocabulaire qui est nécessaire à connaître. Et puis c'est nécessaire aussi si vous allez acheter un cheval. Ça va vous permettre de juger le cheval par rapport à ses critères de race, ce qui est important. Savoir par exemple ses critères de beauté, ses défectuosités et ses tares. Vous allez même pouvoir juger d'un regard ses qualités sportives. Et puis de toute façon, quand on est passionné, c'est bien d'améliorer un petit peu ses connaissances. Voilà. Vous voici donc devant le grand problème, le grand dilemme, il faut choisir un cheval. Alors un cheval, ça ne se choisit pas n'importe comment, sous peine de déception. Bon, d'abord, quel âge va avoir le cheval que vous allez acquérir? Eh bien, un adage dit jeune cavalier, vieux cheval, s'il n'a pas tout à fait tort, cet adage, car effectivement, un cheval expérimenté va mieux convenir à un jeune cavalier. En revanche, si vous sentez, si vous êtes déjà confirmé, prenez un cheval plus jeune que vous allez mener jusqu'au bout de ses capacités et faire de la compétition éventuellement avec. En tout cas, vous l'aurez eu jeune et vous entendrez peut-être beaucoup mieux, car vous l'aurez éduqué. Ensuite, la race, chaque race a ses particularités et chaque race correspond à ce que vous voulez faire de votre cheval. Là, renseignez-vous bien. Vous avez des races très robustes qui font de la randonnée. Vous avez des races qui sont plus nerveuses, qui sont plus appropriées au concours hippique. Donc, ne vous trompez pas là non plus. Le sexe, soit vous avez un mâle, ce mâle il est castré ou non castré, c'est-à-dire ongre ou entier. Ongre, ce sont des chevaux assez calmes, plus calmes en tout cas que les entiers, qui présentent quand même beaucoup d'inconvénients, car ils ont beaucoup de vigueur, beaucoup de caractère. Et à ce propos, le caractère du cheval, essayez de connaître un petit peu, il y a des races qui ont des caractères plus calmes que d'autres, et voyez un peu le tempérament du cheval par rapport au vôtre. Ensuite, il y a la taille. La taille du cheval, il vaut mieux peut-être prendre un cheval de taille moyenne, un grand cheval, si vous aimez les grands chevaux, si vous êtes grand, c'est bien, mais un grand cheval a quelquefois tendance, en vieillissant, à avoir des problèmes de dos. En revanche, un petit cheval ou un poney, par exemple, il faut se méfier. Si vous donnez ça à Shetland à un enfant, il va grandir, et une fois qu'il aura grandi, il ne pourra plus monter sur le cheval, il sera trop grand, à ce moment-là, vous aurez une bouche de plus à nourrir. Il y a aussi, bien sûr, le prix du cheval. Le prix du cheval est très très variable. On va vous proposer des chevaux à des sommes extrêmement basses, des chevaux qui ont déjà beaucoup tourné, mais les performances qu'il a fait, si vous voulez aller en concours, à ce moment-là, vont augmenter le prix du cheval. Également, bien sûr, les origines vont faire monter du simple au décuple. Alors, ce cheval, maintenant, vous l'achetez, c'est bien, vous l'achetez, mais est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il présente des tares? Et c'est là qu'intervient la nécessité de la visite d'achat. L'examen de la visite d'achat se déroule en 3 phases. La première consiste à contrôler l'identité du cheval à l'aide du carnet signalétique, ou livret-cire. Il s'agit d'une jument, selle français. Une fois qu'on a contrôlé cette identité, on va faire un examen d'abord statique, c'est-à-dire qu'on va faire l'examen général
Donc une inspection globale du cheval, ses aplombs, éventuellement des déformations. Ensuite, on va examiner plus précisément la bouche, les yeux. On va faire une auscultation cardiaque et pulmonaire. On va également prendre la température. Éventuellement, si c'est nécessaire aussi, le client le demande, on fera une prise de sang pour faire un bilan hématologique et biochimique. Toujours dans l'examen statique, on va réaliser quelques tests de mobilisation articulaire. C'est-à-dire qu'on va prendre un membre, on va le fléchir, on va faire des hyperflexions, des extensions, de façon à révéler d'éventuelles douleurs au niveau de ces articulations. Également, on va chercher à mobiliser le dos, voir si on a des contractures ou des restrictions de mobilité. Cet examen statique terminé, on va passer donc à l'examen dynamique. Donc on va mettre le cheval en locomotion, alors sur plusieurs types de sols, sol dur, sol mou. Et on va réaliser également ce qu'on appelle les flexions dynamiques, c'est-à-dire qu'on va prendre un membre en flexion qu'on va garder pendant 1 minute et ensuite on fera trotter le cheval. Ce qui peut permettre de révéler des douleurs articulaires ou ligamentaires. C'est bon, partez au trot. Donc là, une meilleure locomotion sur le sable. Donc là, on essaye d'observer la mobilité dorsale sur l'allure du galop. Les examens complémentaires, c'est tout d'abord la radiologie. Donc on va faire des examens essentiellement des pieds, face et profil, et éventuellement d'autres articulations selon le cadre un petit peu du niveau de visite d'achat que le client a demandé. Bien, donc nous avons ici un cliché de face de l'articulation fémoro-tibiale. On note un très fort remodelé là, du plateau tibial médial, donc signe d'une arthrose de ce gracé. Le deuxième examen consistera à faire une endoscopie des voies respiratoires supérieures, de façon à observer que tout est normal au niveau de son pharynx, de son larynx, voire de la trachée. Et enfin, si on a des inflammations suspectes sur les tendons, par exemple, on pourra pratiquer un examen échographique de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas de lésion structurelle du tendon qui pourrait mettre en jeu la carrière sportive du cheval. C'est bon, allez-y. Il est certain que la visite d'achat est en rapport avec l'activité qu'on va demander au cheval. Bon, pour une activité loisir type promenade, on peut très bien limiter son examen à faire un examen à la fois statique, dynamique, plus quelques radios type radio de pied, et ne pas envisager de faire d'examens complémentaires plus poussés. Par contre, sur des chevaux de très haut niveau, on sera amené à faire des examens très complets parce qu'on sait que ces chevaux vont être très sollicités et donc le moindre problème peut entacher cette compétitivité à haut niveau. Je pense qu'il est nécessaire de faire un minimum d'examens, quel que soit le type de cheval, le type d'activité qu'on va demander à ce cheval-là. On peut très bien tomber sur un jeune cheval qui a 2 ou 3 ans avec des lésions importantes au niveau de ses articulations qui vont rendre impossible l'utilisation de ce cheval, même pour le loisir. Donc je pense que c'est une nécessité absolue de faire un minimum d'examens sur un cheval qu'on a envie d'acheter. Ça peut-être pour qu'un rêve ne se transforme pas en cauchemar. Exactement. Parce qu'un cheval acheté et qui est inutilisable, malheureusement, on va le garder quand même quelques années, voire plusieurs dizaines d'années. Mais un cheval, ce n'est pas comme un animal de compagnie, ce n'est pas un chien, ce n'est pas un chat. Et pour le loger, eh bien, il y a des contraintes bien particulières. Alors, un cheval, traditionnellement, on voit ça dans une écurie, avec des boxes et avec des paddocks pour qu'il puisse se détendre. Et puis bien sûr, il y a également le pré ou les prés. Le cheval est un animal qui aime l'espace et la liberté. La vie au pré est l'environnement le plus naturel et le plus adapté à son mental et à son physique. Mais pour qu'il jouisse pleinement de cette liberté, il est indispensable de prendre quelques précautions. Tout d'abord, vérifier le terrain. Il doit être débarrassé des objets pouvant être dangereux pour le cheval. Il doit être convenablement clôturé, à bannir bien entendu le fil barbelé. Il existe plusieurs types de clôtures, comme par exemple les lisses en bois, les lisses en béton ou la clôture électrique.
Cette dernière est très efficace, sécuritaire et présente l'avantage de pouvoir être déplacée à loisir lorsqu'elle est utilisée avec des piquets en plastique. Théoriquement, on compte 1 hectare par cheval. Cette surface permet à l'animal d'avoir suffisamment d'espace pour se détendre et pour que l'herbe repousse. Regardez aussi la nature du sol. Un terrain moelleux permettra à votre compagnon de s'ébattre sans risque. Bannissez le pré humide qui occasionne la pourriture des pieds et une fatigue tendineuse. Ensuite, pensez à un abri. Le cheval doit pouvoir s'abriter du soleil et des intempéries. Un véritable abri, orienté en fonction des vents dominants, ou des arbres, sont indispensables. Attention aux plantes toxiques. À l'herbe peuvent s'ajouter des plantes toxiques telles que la digitale pourpre, qui consommée en grosse quantité peut être mortelle. Mais rassurez-vous, la plupart des chevaux reconnaissent d'instinct les plantes toxiques et ne les mangent pas. Important également, offrez-lui un compagnon. Il est possible que seul, au pré, un cheval s'ennuie. L'idéal est de le mettre avec un autre cheval ou un poney. Mais un autre animal, tel que le mouton par exemple, fera l'affaire. N'oubliez pas de l'abreuver. Un cheval peut boire plus de 30 litres par jour, alors assurez-vous qu'il ait toujours de l'eau et que celle-ci soit propre. Pensez à vermifuger, car la vermifugation est indispensable pour éviter aux chevaux de se transmettre leurs parasites. Elle s'effectue en général quelques jours avant la mise au pré. Si vous mettez votre cheval au pré de façon occasionnelle pour des vacances par exemple, demandez à un ami de le visiter régulièrement. Laissez-lui le numéro de téléphone de votre vétérinaire et les papiers du cheval. Il est préférable également de laisser une autorisation écrite pour engager des soins vétérinaires importants si nécessaire. Et bien entendu, laissez un numéro de téléphone où il sera possible de vous joindre. S'il n'est pas monté pendant les vacances, vous pouvez déferrer et parer les pieds. En effet, un cheval déferré sera plus à l'aise et cela constituera moins de risques s'il est avec d'autres chevaux. Cependant, s'il a les pieds fragiles, il est indispensable de laisser les antérieurs ferrés. Aujourd'hui, le box est le logement le plus largement employé dans les clubs hippiques et chez les particuliers. Pour qu'il soit confortable pour votre compagnon, il doit mesurer un minimum de 3 mètres sur 3, être bien ventilé, mais sans courant d'air, et être équipé d'une mangeoire et d'un abreuvoir. Le sol, légèrement en pente, est recouvert d'une litière quotidiennement entretenue. Pour le choix de la litière, on peut se servir par exemple de la paille, des copeaux de bois ou de la paille de lin. Quel que soit le type de litière, celle-ci doit être renouvelée avant qu'elle ne devienne inconfortable pour l'animal. Il est nécessaire de retirer les crottins tous les jours, non seulement pour le confort, mais surtout pour une meilleure hygiène, le fumier étant un milieu de culture idéal pour les parasites. De plus, une litière souillée dégage des gaz, notamment de l'ammoniac, qui provoque une irritation de la muqueuse respiratoire, entraînant parfois des problèmes de toux chroniques. Un bon entretien de la litière est également une condition essentielle à l'hygiène des pieds. Au moins une fois par an, on doit procéder à un grand nettoyage de l'écurie. Celui-ci doit comporter le grattage du sol et la désinfection du box. Le paddock est un excellent compromis entre la vie au box et la vie au pré. Si certains paddocks sont de taille réduite, ils suffisent cependant amplement pour un cheval qui a juste besoin de se dégourdir les jambes ou pour ceux qui ne travaillent pas régulièrement. Il est également très intéressant pour les animaux convalescents qui ne peuvent pas être relâchés directement au pré et qui ont besoin d'un minimum d'exercice. C'est bon, hein? On mange bien, hein? Et oui, nourrir un cheval, c'est peut-être pas aussi facile que ça. Il y a des impératifs en fonction de ce que fait le cheval. Alors voyons les conseils de notre spécialiste, le docteur Philippe Benoît.
Alors comme vous en doutez, certains ont encore peut-être des doutes, mais le cheval est un herbivore et comme tout herbivore, il a besoin d'un certain taux de fibres dans la ration quotidienne, autrement dit dans l'ensemble de ses repas qu'il va avoir au quotidien. Un cheval dans la nature aurait l'habitude normalement de manger jusqu'à 18-20 repas par jour dans un pré qu'il va entrecouper en général la nuit puisque le cheval, comme vous le savez, aime bien se déplacer la nuit pour se nourrir. Et maintenant qu'il est dans un box dans 3 mètres par 4 mètres et quelquefois malheureusement dans des surfaces un peu plus réduites, nous sommes obligés de le nourrir manuellement et ce travail est effectué par les palefreniers soigneurs qui encadrent l'écurie. Alors la partie qui compose le repas de base du cheval, cette fibre, c'est en général la paille de sa litière, mais beaucoup de chevaux sont entretenus sur des copeaux, et dans ce cas-là, le foin, qui est un aliment normalement, comme vous le voyez ici, composé de fibres de différentes graminées et quelquefois de certaines légumineuses, comme le foin de luzerne justement, est un aliment de base qui convient à la plupart des chevaux au repos, mais qui est aussi le lest nécessaire, le taux de fibres nécessaire à des chevaux qui sont entretenus pour la compétition et qui ont donc une activité plus intense, aussi bien pour le sport de haut niveau que pour les courses. Bien évidemment, cette matière est peu énergétique, comme vous en doutez, et donc face au fourrage que représente le foin ou la paille, vous avez des produits plus concentrés qui sont ici, et ces produits plus concentrés sont avant tout ces céréales que vous connaissez sous le nom d'avoine, qui a l'avantage pour le cheval de contenir à la fois à l'intérieur cet amidon qui est très riche en énergie, ce sont des sucres lents, et cette forme de grain engendre derrière des cuticules. Cette espèce de cuticule est en fait riche en fibres. Donc l'avantage de l'avoine par rapport au blé ou au maïs, c'est que vous allez avoir un grain qui d'emblée apporte un certain taux de fibres au cheval et qui donc répond à cette nécessité d'avoir un taux de cellulose suffisamment élevé pour favoriser le transit. Les céréales de nos jours commencent à être traitées et vous avez ici de l'orge qui est de l'orge en fait aplatie, cuit, et l'avantage c'est qu'elle est beaucoup plus digeste. Cette orge est en fait traitée thermiquement, elle a été chauffée et vous avez donc une pré-cuisson de l'amidon. Et c'est une étape, si vous voulez, vers ce qu'on appelle l'alimentation industrielle de nos jours, qui est une alimentation dans laquelle vous trouvez à la fois des granulés, des produits cuits, et en général, donc, ces céréales dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des morceaux de grains d'avoine, mais aussi des pétales de maïs qui sont en fait un petit peu comme des céréales qu'on trouve au petit déjeuner, pré-cuites. Vous avez même ici un petit peu de riz soufflé. Et l'avantage, c'est que vous vous rapprochez d'une alimentation qui est un petit peu celle que l'on souhaite comme idéale avec l'ensemble des vitamines, des minéraux qui sont contenus dans ces petits granulés que vous voyez ici. Alors, bien évidemment, là on arrive sur des produits un petit peu haut de gamme, qui sont très appétants. Certains fabricants vont rajouter avec un petit peu de mélasse, et vous voyez que le cheval derrière moi en a vraiment envie. On va lui faire tester. Et cette appétence est augmentée par le fait qu'il y ait dans les mélasses justement un petit peu de sucre. C'est en fait souvent des sucres issus de canne ou de betterave. Et vous avez donc des produits haut de gamme, très appétants, qui permettent d'augmenter le taux énergétique de la ration face au fourrage que nous avons vu tout à l'heure, qui sont évidemment beaucoup moins énergétiques. Alors, comment distribuer l'ensemble de ces repas? Si vous donnez des céréales seules, le problème c'est que vous avez un taux de minéraux comme le calcium qui est très faible et que vous n'arrivez pas à compenser par uniquement les céréales ou le foin. Donc il est important de prévoir une supplémentation en minéraux à l'intérieur de la ration. Cette supplémentation, elle peut être prévue dans un aliment complet. L'aliment complet, on en a parlé tout à l'heure, ce sont ces fameux aliments qui contiennent des granulés dans lesquels le fabricant a fait attention de rajouter l'ensemble des produits, que ce soit les vitamines, certains acides aminés, autrement dit certaines protéines et aussi certains minéraux qui manquent à la ration idéale équilibrée du cheval. Alors évidemment, il en réclame encore. Il faut comprendre que ces aliments concentrés permettent de faire des repas qui vont permettre au cheval de répondre à un effort plutôt violent comme les courses ou le sport de haut niveau, que ce soit en concours complet, que ce soit en concours hippique. Et dans ce cas, les chevaux peuvent avoir des taux énergétiques dans leur ration qui sont jusqu'à 10 fois ce qu'un sportif humain pourrait manger par jour. Cela permet en fait d'avoir en 3 ou 4 repas l'ensemble des calories qu'un cheval a besoin pour effectuer l'effort qui était prévu par son cavalier. Vous avez donc vu que finalement, nous avons pour composer le repas d'un cheval plusieurs solutions. Finalement, on avait ce qu'on appelait dans le temps cette alimentation traditionnelle où on prenait directement le grain qu'on le donnait au cheval.
La technique et la science a permis petit à petit de définir les besoins exacts de l'alimentation du cheval. Ces besoins exacts, ce sont finalement certains taux de fibres, de minéraux, de vitamines, mais aussi de protéines, avec une qualité protéique qui va grandissante, sachant que comme chez l'homme, nous avons des besoins spécifiques en certains acides aminés. C'est pour cela qu'en se tournant vers l'alimentation industrielle, et c'est peut-être un peu la conclusion, c'est de vous permettre avec les fabricants qui aujourd'hui essayent d'aller un petit peu de l'avant dans la technique de fabrication d'aliments, qui sont comme on l'a vu plus digestes grâce à des procédés de cuisson, mais aussi avec des compositions beaucoup plus variées, d'avoir des produits très appétants qui contiennent à la fois les céréales, les petits granulés qui contiennent l'ensemble des produits que l'on ne peut pas trouver dans les céréales, et puis vous le voyez, des pétales de maïs, du riz soufflé, quelquefois des petits morceaux de caroube, de pois, qui permettent au cheval finalement d'avoir un menu un petit peu varié comme nous on le souhaite. Il ne faut pas être trop anthropomorphique avec le cheval et ses repas, parce que le cheval nécessite finalement toujours un menu identique de manière à ne pas trop changer l'appétence qu'il peut avoir vis-à-vis de sa ration. Il faut bien comprendre que si vous changez l'ensemble des menus et des repas, votre cheval un jour risque de bouder sa ration. Et évidemment, c'est ce que nous ne recherchons pas dans la mesure où nous souhaitons que le cheval puisse avoir toujours la même énergie dans l'ensemble des rations quotidiennes, de manière à effectuer l'exploit sportif dont vous avez besoin. Eh bien, vous entendrez souvent parler de compléments alimentaires, de vitamines. Est-ce que c'est bien nécessaire? Eh bien, le docteur Benoît nous donne son avis. Le cheval, malgré sa ration de base, qui est souvent à base de fourrage, de céréales, mais aussi de produits industriels, en général sous forme de granulés, a toujours nécessité d'avoir des produits un petit peu plus élaborés, et la plupart des entraîneurs, des cavaliers, aiment bien avoir le petit plus qui permettrait au cheval d'avoir de meilleures performances. La mauvaise nouvelle quand même du jour, c'est que la plupart des données scientifiques ont montré qu'un cheval qui est nourri correctement, avec suffisamment de protéines, de vitamines, de minéraux, dans les quantités reconnues par les différentes données scientifiques actuelles, normalement n'a pas sa performance augmentée ou améliorée s'il y a plus de vitamines dans sa ration. Néanmoins, la plupart des produits que vous pourrez trouver dans le commerce ont certaines vertus, et le but de ce petit discours, c'était de vous montrer qu'il existe différents produits sur le marché, et vous allez avoir des formes liquides, vous allez avoir des formes de granulés avec des petites dosettes quelquefois, vous allez vous retrouver avec des formes de produits dans des boîtes avec des sachets, et ces différents produits sont classés de façon différente. Vous avez de véritables vitamines, c'est-à-dire des complexes de vitamines A, B, C et D, qui, comme chez l'homme, et ce que vous trouvez en général dans les pharmacies ou certains drugstores, des facultés d'augmenter un petit peu, j'allais dire, votre aisance générale, en particulier la vitamine C qui, vous le savez, renforce la plupart des systèmes immunitaires du corps humain, et chez le cheval, on constate des choses similaires, voire un effet un petit peu échauffant. Mais bien évidemment, le dosage par rapport à chez l'homme est souvent multiplié par 5 ou par 6 pour avoir de bons résultats. Pour les minéraux, il est certain que les chevaux qui mangent essentiellement des céréales comme l'avoine, l'orge, nécessitent des complémentations minérales très riches en calcium, étant donné que ces céréales contiennent très peu de cet élément. Et dans ces cas-là, vous pouvez tout bêtement avoir recours à du carbonate de calcium, comme de la craie. C'est pas très appétant, c'est pas très joli à regarder, donc vous avez des granulés du commerce qui peuvent contenir exprès des doses de calcium massives. Et sachez pour votre gouverne qu'un cheval adulte nécessite par jour environ 40 grammes de calcium. Ce qui veut dire que si vous avez une ration essentiellement à base de céréales, vous devez penser à une supplémentation à base de calcium. Enfin, vous avez des produits un peu plus spécialisés, qui sont des produits adaptés, j'allais dire, aux inconforts du cheval. Les inconforts du cheval, pour la plupart des cavaliers qui sont habitués, ça peut être un inconfort musculaire. Alors l'inconfort musculaire, c'est en général des recours à des supplémentations en vitamine E, en sélénium, qui sont des éléments qui favorisent un apport en antioxydants. Et si vous voulez, ces apports évitent l'accumulation de toxines musculaires. Enfin, vous avez des produits très à la mode en ce moment qui contiennent des extraits de cartilage. Ces extraits de cartilage sont très en vogue puisque vous savez que comme chez l'homme, le cheval souffre de nombreux sites arthrosiques, en général les pieds, les boulets, donc ces articulations qui sont fortement sollicitées lors de la course, lors du travail en sport. Et dans ce cas, vous avez des compléments qui contiennent à la fois certaines plantes et des extraits de cartilage mélangés dans une poudre. Et soit ces produits sont donnés sous forme de sachet,
sachets, soit sous forme de petites mesurettes. Alors si je vous parle de tous ces produits-là, c'est parce que derrière, il y a un grand sujet qui domine, c'est le dopage. Et bien évidemment, on cherche toujours à améliorer la performance avec ces petits compléments alimentaires, en évitant évidemment de passer dans les mailles du filet, qu'est le dopage, et en particulier dans les courses, puisque là, vous savez très bien qu'il y a un enjeu financier important. Bien évidemment, dans le sport, l'enjeu est à la fois financier, mais il est aussi dans le résultat, et dans toutes les compétitions, nous souhaitons avoir ces petits produits qui aident, ces petites sauces à améliorer la performance. Alors là, je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y a simplement au départ une alimentation qui est bien raisonnée, des produits qui sont adaptés à chaque individu, et je ne vais pas dire le contraire sur les produits qui sont un petit peu plus adaptés aux problèmes musculaires, aux problèmes de chevaux qui ont une sueur, comme vous le savez, très très riche en minéraux, et on va donner des compléments qui permettent de restaurer la fonction de l'organisme qui a été détérioré par l'effort. Et dans ce cas, vous verrez avec votre vétérinaire et avec le fabricant de ces produits quelle est la solution la plus adaptée à votre cheval. Voilà une crinière qui a besoin d'être un peu brossée. Et oui, qu'il soit monté ou non, le cheval nécessite au quotidien ou bien de manière régulière une hygiène rigoureuse. Le pansage est indispensable au bien-être de votre cheval et permet également de vérifier qu'aucune blessure ne soit survenue. Avant le travail, le nettoyage consiste à retirer la boue séchée ou les traces de crottin à l'aide d'une étrille pour les parties charnues et d'une brosse en chien-dent pour les zones plus sensibles, telles que la tête et les membres. Il faudra insister sur le dos et au passage de sangle pour éviter les blessures de harnachement. Les crins de la crinière et de la queue seront démêlés avec une brosse en chien-dent. Afin d'absorber les dernières poussières laissées en surface du poil, vous pourrez vous servir d'une époussette. Une éponge propre et humide sera utilisée pour nettoyer les muqueuses des yeux, des naseaux et de la bouche, ainsi que de l'anus et des organes génitaux. N'oubliez pas de curer les pieds. Pour une bonne hygiène, il est indispensable de bien débarrasser les sols des galettes de fumier et de nettoyer les lacunes. Profitez de cette occasion pour contrôler l'usure et la tenue des fers. Après le travail, vous pourrez frotter votre cheval avec un bouchon de paille, douchez-lui les tendons et curez les pieds afin de vous assurer qu'il n'existe aucun corps étranger pouvant occasionner des blessures. Une fois par semaine, pour conserver la souplesse naturelle de la corde, graissez les pieds avec un onguent de pied. Il est aussi important de prendre soin de votre filet et de votre selle que du cheval lui-même. En effet, mal utilisé, votre matériel peut provoquer des blessures sur l'animal, qui en plus d'être douloureuses, sont longues et difficiles à cicatriser. Vous aurez de temps en temps à soigner sur votre cheval des petits maux, mais essentiellement ce sont des blessures ou des coupures. Alors là, vous allez tout de même ne faire des soins que sur des choses simples. Car si une coupure est grave, si une blessure est grave, c'est du domaine du vétérinaire qui va venir, qui va suturer, qui va calmer l'animal, car un cheval, ça ne se laisse pas faire comme un chien ou un chat, et les pansements qu'on a à faire ne sont pas du tout les mêmes, et essentiellement, vous aurez à faire des pansements sur les membres. Alors, il faut avoir donc pour cela une petite pharmacie de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord un désinfectant. Moi, je vous conseille la bétadine qui est largement utilisée. Il y a l'alcool, bien sûr. L'eau oxygénée aussi, mais l'eau oxygénée, il faut faire un petit peu attention car elle a tendance à décolorer les poils. Et puis, vous allez utiliser de la gaze pour nettoyer et pour servir de base à ce fameux pansement. Ce fameux pansement, vous aurez peut-être appliqué une pommade antibiotique auparavant pour éviter toute infection. Il vous faut également avoir des bandes. Alors là, vous avez la bande classique, la bande de type bande Velpo, d'un diamètre
assez grande, hein, une largeur assez grande. Et puis vous avez également les bandes adhésives, comme ceci, adhésives collantes, légèrement élastiques, ou beaucoup plus élastiques et auto-adhésives, c'est-à-dire qu'elles se collent sur elles-mêmes. Celles-ci sont très pratiques car elles sont élastiques, faciles à appliquer et faciles à enlever. On peut se servir de gants. C'est toujours très utile d'avoir des gants pour manipuler tous ces produits et faire quelque chose de propre. Et puis, lorsque c'est terminé, lorsque vous avez bien nettoyé la plaie, vous pouvez également pulvériser un spray qui est un spray protecteur, souvent protecteur, cicatrisant et antibiotique. Il se peut aussi que votre vétérinaire vous ait ordonné des injections à faire, auquel cas, il est toujours bon d'avoir des seringues dans votre pharmacie. Je vous conseille des seringues de 20 ml, 10 ml, 5 ml, et ça suffit largement, avec des aiguilles. Ce sont des aiguilles intramusculaires assez longues et d'un diamètre assez fort pour laisser passer les liquides, même les liquides un peu épais. Voilà, avec ça, vous pouvez donc parer au plus pressé. Bon, ces petits mots, vous pouvez en venir à bout facilement vous-même. Mais quelquefois, votre cheval est beaucoup plus malade et il vous faut faire appel aux vétérinaires. Alors, ces vétérinaires, ce sont soit des médecins polyvalents ruraux, c'est-à-dire qu'ils font aussi bien les vaches, les moutons que les chevaux, mais il existe aussi des spécialistes équins. Alors le vétérinaire, pour un cheval, il va se déplacer chez vous. Ce n'est pas vous qui allez l'amener, ou du moins exceptionnellement. Il va se déplacer chez vous, là il va examiner l'animal, et il va vous ordonner des soins. Alors des soins par voie buccale, dans l'alimentation, ou bien des soins par piqûre. Mais, bien entendu, il ne va pas venir tous les jours faire les piqûres. Et c'est pour ça que c'est tout un savoir-faire qu'on va vous montrer. Bonjour Sophie. Alors, Chanel nous fait encore des siennes. Qu'est-ce qui lui arrive? La postérieure, là, elle a une petite plaie. Et Ah oui, un petit poteau là. Hein. Elle s'est fait ça auprès? Oui. Ah bah tiens, ça se voit, il y a une belle infection là. Hein. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Oh, ça lui fait mal en plus, ça lui fait mal. Ah oui. Bon bah écoutez, c'est pas bien grave, hein, faut pas vous en faire. Seulement bon, si elle va en concours bientôt, il vaudrait mieux lui faire des antibiotiques. Hein. On va lui faire 4 jours d'antibiotiques. Vous savez faire ça? Mais pas trop, vous allez me montrer? Bon, on va vous montrer. Eh oui, il y en a beaucoup qui, comme Sophie, ne savent pas faire les intramusculaires. Et ces intramusculaires, quelquefois, le vétérinaire vous les conseille. Et il n'a pas le temps de venir lui-même, vous comprenez bien, chaque jour faire les soins. Alors écoutez, on va montrer à Sophie, puis on va vous le montrer à vous aussi. Vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. Allez, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire que nous allons prendre le produit et le mettre dans la seringue. Vous allez voir, il y a quand même quelques petites règles, ça paraît simple. D'abord, une précaution, désinfecter le petit opercule en caoutchouc, parce que il est comme ça dans votre placard et il n'est pas stérile. Vous allez prendre une première aiguille que vous allez planter dans le flacon. Alors, ce n'est pas cette aiguille qui va vous servir à injecter. Pourquoi? Parce que à chaque fois, vous risquez d'emporter un petit morceau de caoutchouc et de le laisser dans l'aiguille, et quand vous allez injecter, qu'est-ce qui va se passer? Le morceau de caoutchouc va aller dans le muscle et puis vous risquez d'avoir un abcès. Donc, première précaution, changez d'aiguille à chaque fois. Vous prenez la quantité de produit nécessaire. Ensuite, vous repoussez bien de manière à ce qu'il n'y ait plus d'air au bout de la seringue, vous voyez? Vous repoussez jusqu'à ce que le liquide remonte dans le flacon. Bien. Là, vous allez changer d'aiguille et vous allez prendre une aiguille appropriée. Alors une aiguille appropriée pour une intramusculaire, c'est une aiguille assez longue, hein, une aiguille de 40 mm et d'un diamètre à peu près de 1,2. C'est marqué sur les aiguilles, 1,2 multiplié par 40. Hein. Bien, là nous allons maintenant aller plus près de la jument, nous allons procéder à la désinfection, à l'antisepsie. Alors, d'abord, cette intramusculaire, vous allez la faire où? Vous n'allez pas la faire en bas. Hein, puisqu'en bas, vous avez des vaisseaux qui passent là, c'est intraveineuses, mais ça, c'est pas pour vous. Vous n'allez pas la faire trop haut, parce que là, si vous avez un petit problème dans cette zone-là, vous risquez, s'il y a un abcès, d'avoir un mal de garrot, si jamais vous avez mal désinfecté. Donc, vous allez choisir la partie médiane de l'encolure, là où il y a des bons muscles, bien profonds, bien solides. Vous allez désinfecter. Là, j'ai utilisé de l'alcool, hein, mais vous pouvez utiliser une solution de daquin, vous pouvez utiliser de la bétadine. Je ne vous conseille pas l'oxygéner parce qu'elle blanchit, elle décolore les poils. Alors, vous prenez votre aiguille. Vous voyez?
vous tapez un petit peu. Là, c'est pour la rassurer. Et d'un coup sec, vous l'enfoncez complètement. Vous voyez, elle n'a pas bougé. Là, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de sang qui vienne au bout de votre aiguille. Parce que s'il y a du sang, vous risqueriez d'injecter en intraveineux. Et un produit huileux comme ça peut être extrêmement dangereux. Ensuite, vous resolidarisez la seringue avec l'aiguille et vous injectez très 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 lentement. C'est pas la peine d'aller vite. La jument est très calme. Elle est magnifique, hein, c'est bien ma petite Chanel. Oh voilà, bah, tu vois, tu vas guérir. Et voilà. Et ensuite, vous retirez l'aiguille d'un coup sec et vous continuez évidemment votre petite désinfection finale. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est simple. Je vous conseille une chose. Lorsque vous avez une grosse quantité de produits, hein, je sais pas, plus de 30 cm3 par exemple, faites 2 points d'injection. Un point de l'autre côté et un point ici. Hein. Ne pas injecter trop parce que ça dilacère les muscles et ça risquerait de faire une trop grosse masse. Ça, c'est un petit conseil. Enfin, ça peut se faire, mais bon, D'accord. c'est pas nécessaire. Bien. Alors, je crois que vous aviez un cheval à vacciner aussi. Un Hein. cheval à vacciner, Bah d'accord. écoutez, là aussi c'est intramusculaire. Salut Vulcain. Oh mais alors attendez, non, là il n'est pas propre. Il y a trop de poils. Alors on risquerait en injectant de prendre des saletés sur la peau parce que là on n'aura pas assez d'alcool hein, pour bien les infecter. Alors on va d'abord nettoyer avec de la bétadine. Hein. D'accord. Voilà, alors nous allons nettoyer avec de la bétadine. Hein. Là on va pouvoir en mettre. Vous voyez. Voilà. Ça c'est très important, hein, parce que la peau du cheval, évidemment, à sa superficie, il y a des tas de germes, il y a des tas de choses qui peuvent pénétrer au moment de l'injection. Et là, vous risqueriez d'avoir un abcès. Soyez toujours sûr, quand vous faites une injection, que votre peau est le plus stérile possible. Même si c'est une injection antibiotique, même si c'est une injection anodine. Hein. Voilà. Vous me tenez ça, Sophie, s'il vous plaît. Voilà. Alors maintenant, on va prendre le vaccin. Hein. Et puis alors, on répète, là. C'est pareil. Même endroit. Hein. Là, il y a une toute petite aiguille, bien sûr. Et regardez, hop, voilà. Et on injecte tout doucement, là aussi. Voilà. Il est en règle. Maintenant, il peut aller sur les terrains de concours. Salut Vulcain. T'es un bon cheval. Bon, vous voyez, il n'y a rien de bien difficile. Je pense qu'avec un petit peu d'exercice, vous allez demander à votre vétérinaire la première fois de vous montrer, comme je l'ai fait là pour Sophie, et puis vous saurez faire les intramusculaires et bien soigner vos chevaux. Voilà. En revanche, certains soins médicaux complexes, ou des soins chirurgicaux, ou même quelquefois des poulinages, ne peuvent se faire que dans la clinique équine. Alors il en existe beaucoup, elles sont extrêmement bien équipées, elles comportent des locaux stériles pour faire de la chirurgie, avec des matériels de contention un peu particuliers, elles comportent aussi des locaux d'hospitalisation, des radiographies, et on y réalise des opérations chirurgicales assez complexes, comme par exemple cette arthroscopie que vous allez regarder tout de suite. L'arthroscopie, c'est une technique chirurgicale peu invasive qui permet d'une part d'explorer l'intégrité de l'articulation concernée et d'autre part de pratiquer des gestes thérapeutiques dans cette articulation. Donc, on peut aborder à peu près toutes les articulations en arthroscopie, que ce soit en médecine vétérinaire ou en médecine humaine. Tout dépend de la taille un petit peu des instruments. Donc, on va introduire un instrument d'optique dans l'articulation, permettant de visualiser l'ensemble de cette articulation. Et par une autre voie, aussi petite, de l'ordre inférieur à 1 cm, on va introduire un instrument qui permettra donc de travailler dans cette articulation. Alors, les lésions susceptibles d'être soignées par des actes en arthroscopie sont essentiellement des lésions d'ostéochondrose, de fractures parcellaires et éventuellement de problèmes de synovite chronique, c'est-à-dire d'inflammation de la membrane synoviale des articulations. Alors, Gabardine avait un problème concernant le boulet, c'est-à-dire l'articulation métacarpophalangienne. Et à la radio, on a détecté la présence d'un petit nodule osseux qui se trouve juste en face dorsale du boulet, qu'on retrouve également sur d'autres vues de 3/4, et également des images suspectes sur le condyle du métacarpe. Donc l'arthroscopie a permis de visualiser d'une part l'ensemble de ce compartiment dorsal de l'articulation,
de faire l'exérèse, c'est-à-dire qu'on a retiré le petit nodule qui est donc en face dorsale, et également d'explorer cette lésion, cette image anormale radiologique qui s'est avérée être en fait un petit cratère au niveau du cartilage articulaire. Ce cratère ayant été formé par un épaississement d'une membrane qu'on appelle une plica synoviale et qui par compression a créé ce cratère. Donc on a également resséqué cette membrane synoviale qui était devenue fibreuse et très épaisse. Et aujourd'hui, c'est une intervention dite courante sur les chevaux de course ou de compétition pour régler des petits problèmes articulaires qui ne sont pas encore trop graves, mais qui le deviendraient si on n'intervenait pas. Voyons maintenant, avec nos spécialistes vétérinaires, les maladies principales dont votre cheval peut être atteint. L'espèce équine est une espèce animale qui est exposée au virus, comme l'espèce humaine. Et parmi ces virus importants, on retrouve évidemment celui de la grippe. C'est un virus qui ressemble d'ailleurs à celui qui touche l'espèce humaine comme d'autres espèces animales. Et le cheval est particulièrement exposé, que ce soit, on va dire, le jeune poulain, après 6 mois la plupart du temps, comme bien sûr et surtout les juments poulinières, donc en âge d'avoir des poulains, et les chevaux à l'entraînement. Donc on retrouve ce handicap et cette maladie virale chez le cheval à l'entraînement qui provoque à la fois des arrêts d'entraînement, des absences pendant les courses et qui donc d'un point de vue à la fois sanitaire, pathologique mais en même temps économique représente un assez gros inconvénient. Alors pour le propriétaire, l'éleveur et éventuellement le vétérinaire évidemment, comme toutes les maladies virales, c'est une maladie qui provoque une forte hyperthermie, donc beaucoup de fièvre. Donc les chevaux sont fiévreux, ils sont fatigués, ils ont généralement l'air un peu hagards. Et le thermomètre monte assez facilement à 39,5, 40, même au-delà de 40. Et il y a dans un premier temps, comme chez nous d'ailleurs, une rhinorrhée, avec des écoulements nasaux, des yeux assez rouges. Et puis cette évolution de maladie respiratoire des voies supérieures se fait progressivement, la plupart du temps, vers une maladie des voies respiratoires plutôt profonde. Quelquefois avec des surinfections bactériennes, ces surinfections bactériennes nécessitant bien sûr le traitement sous antibiotiques des chevaux pendant un certain temps. Alors c'est une maladie assez fréquente, beaucoup de chevaux sont vaccinés, et même correctement vaccinés, mais c'est une maladie qu'on rencontre fréquemment, et depuis un certain temps, depuis 2 ans maintenant, un réseau national s'est mis en place pour étudier la circulation de souches virales, c'est-à-dire quels sont les types de virus qui circulent en France pour cette maladie-là. Pour 2 raisons. D'abord pour améliorer nos connaissances sur la maladie et ensuite pour adapter les vaccins. Ça c'est majeur, c'est même très important. Et c'est donc un virus que l'on rencontre très fréquemment. On isole, on va dire qu'on caractérise chaque année une trentaine ou une quarantaine de foyers de grippe, soit dans les centres d'entraînement, soit dans des haras ou des plus petites structures. Le taux de mortalité est très très faible, voire il n'est jamais réduit à 0, mais enfin il est très très faible. Par contre, c'est une maladie qui, comme chez l'homme, provoque une très importante morbidité. C'est-à-dire des chevaux malades, très malades, pendant un temps relativement bref, 5, 7, 8, 10 jours. Avec les mêmes conséquences, des douleurs musculaires, donc des arrêts d'entraînement, et puis des difficultés pour retrouver l'état de forme, l'état normal. Alors, il n'y a pas de traitement comme pour toutes les maladies virales, il y a des traitements antiviraux dans l'espèce humaine mais qui restent très limités. Pour le cheval, on est quasiment en absence de moyens thérapeutiques. Donc l'essentiel c'est la prévention, donc la vaccination, les diagnostics précoces de façon à mettre en place ce qu'on appelle un traitement symptomatique, éviter la fièvre, faire en sorte que le cheval se rétablisse le plus vite possible. Et quelquefois, lorsqu'il y a surinfection bactérienne de cette maladie à l'origine virale, eh bien, on met les chevaux sous antibiotiques. Mais il n'y a pas de traitement curatif de la maladie virale en tant que telle. Alors qu'est-ce que c'est que le tétanos? C'est une maladie qui atteint les nerfs, les muscles bien sûr, et qui est provoquée par une bactérie que l'on appelle le Clostridium. Cette bactérie se met dans les plaies. Ces plaies, ça peut être un placenta, ça peut être l'ombilic du poulain, ça peut être des plaies comme ici, des plaies des blessures. La bactérie se met à l'intérieur et sécrète une toxine. Cette toxine, par voie générale, soit par le sang, soit par la voie nerveuse, atteint le système nerveux et va provoquer des contractures extrêmement sévères. Alors au début c'est tout simplement une question de posture. Vous avez du mal, le cheval a du mal à lever ses antérieurs, il est un peu campé, il a ce qu'on appelle du trismus, c'est-à-dire qu'il a du mal à avaler, ses muscles de la mâchoire sont contractés, il a du mal à mâcher. Et puis on voit petit à petit, au fur et à mesure de la sécrétion des toxines, on voit apparaître des symptômes beaucoup plus graves, et alors notamment raideur de l'encolure,
les oreilles qui sont extrêmement tendues, raides, l'œil, la troisième paupière ici qui apparaît dès qu'on fait un réflexe de menace, il y a la troisième paupière qui revient sur l'œil. Et puis on a ces positions d'encolure bien sûr et la position de la queue comme ceci, la position de la queue qui est extrêmement tendue. Vous voyez, on a la queue qui est comme ceci. Hein. Et petit à petit, il y a apparition de troubles divers parce qu'il y a atteinte des muscles de la déglutition, des muscles du larynx, du pharynx, et on a tout de suite un tableau catastrophique qui va conduire à la mort. Avant d'en arriver là, bien sûr, il faut faire de la prévention, car le vaccin antitétanique est extrêmement efficace. On le fait traditionnellement puisqu'il est obligatoire dans les concours, lorsque vous déplacez avec votre cheval, et il y a une injection au début, vers l'âge de 4 mois, rappel 1 mois après, puis tous les ans. On conseille tous les ans. On vaccine les mères 1 mois avant le poulinage qui donne une immunité au poulain lorsqu'il va naître. Donc prévention. Et lorsqu'un animal a été blessé, comme celui-ci, dans le doute, eh bien, on fait une anatoxine tétanique et puis on fait également, bien sûr, une vaccination et on refait toutes les vaccinations. Voilà, il ne faut pas négliger cette maladie. On n'en a plus beaucoup puisque maintenant le vaccin est efficace, mais tout de même, ça arrive. Et c'est très grave et c'est mortel. En ce qui concerne les coliques, il faut peut-être commencer par une définition pour s'entendre sur les termes. Qu'est-ce que c'est qu'un cheval en colique ? Un cheval en colique, c'est un cheval qui extériorise des symptômes qui sont pratiquement toujours les mêmes. Les gens vont avoir à repérer comme symptômes pour pouvoir s'orienter que le cheval gratte, qu'il a éventuellement des suées, qu'il se couche, qu'il se relève, et ça toujours de manière stéréotypée. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un cheval qui présente ces symptômes-là? La première chose, c'est d'essayer d'évaluer depuis combien de temps il est en douleur comme ça. S'il a des signes de douleur importantes sur la tête, s'il a des ecchymoses, s'il a tous ces signes qui montrent qu'il a eu mal depuis un certain temps, là c'est vraiment l'urgence. C'est vraiment l'urgence de porter un diagnostic rapide de manière à pouvoir établir un plan de thérapeutique le plus rapide possible. L'autre chose qui est importante, c'est de dériver le cheval de sa douleur. Dériver le cheval de la douleur, un des meilleurs moyens, c'est de l'obliger à marcher. Ça n'a pas de vertu thérapeutique, ça ne va pas le soigner. Mais par contre, ça va éviter qu'il ne se crée d'autres symptômes, qu'éventuellement en se roulant, il se fasse mal, et puis qu'il puisse se créer d'autres éléments péjoratifs pour le pronostic. Donc ça, je crois que c'est un élément important. Ensuite, il faut passer un coup de fil à son vétérinaire, et il faut, en fonction des premiers signes qu'on a repérés, dire « je pense que ce cheval-là est en douleur depuis déjà un bon moment ». Ça, c'est un élément important qui doit motiver l'intervention rapide du vétérinaire. Si au contraire, ce sont des symptômes qui apparaissent beaucoup plus progressivement, eh bien on peut temporiser un petit peu et être un petit peu plus tolérant avec le temps que mettra le vétérinaire pour venir. Et puis il faudra à ce moment-là s'entretenir avec lui du fait de faire ou pas un analgésique qu'on peut avoir chez soi, qu'il peut avoir déjà prescrit précédemment et qu'on va pouvoir utiliser pour soulager le cheval en attendant son arrivée. Une fois qu'il est là, il saura le faire, mais l'objectif est de déterminer les éléments de gravité du tableau clinique, voir comment est l'état général du cheval, voir l'intensité des symptômes douloureux au niveau abdominal et en fonction de ça prendre une décision. La décision, elle est laquelle? Soigner sur place. Ça peut nécessiter par exemple de passer un tube dans l'estomac du cheval, donc une intubation naso-œsophagienne. Ça peut également nécessiter d'utiliser d'autres produits, donc qui vont être à la discrétion du vétérinaire. Et puis, ça peut être de décider de faire hospitaliser le cheval dans un double but, soit de le traiter médicalement, mais de manière intensive, avec des perfusions pour soutenir son état général, avec l'administration d'analgésiques répétées parce que c'est un cheval qui va persister à avoir mal, ou bien d'avoir l'option chirurgicale qui maintenant est une option possible pour le traitement de ces coliques. Je pense qu'il y a un certain nombre de causes de coliques qu'on ne peut pas éviter. Il y a des particularités du cheval qui font qu'il fait des coliques. Par exemple, un cheval entier a un anneau inguinal. Dans l'anneau inguinal, il peut passer de l'intestin et ça crée des coliques. Ça, on n'y peut rien, à moins de castrer le cheval. On a un hongre à ce moment-là, il ne fait plus de coliques, mais on a un hongre, on n'a plus un entier. Donc il y a des cas de particularités qui tiennent au cheval. Mais il y a un certain nombre de choses que l'on peut essayer de faire pour se rapprocher de la façon dont vit le cheval au naturel. Son mode de vie initial, c'est
d'être prêt, de manger à longueur de journée de l'herbe et puis de la digérer ensuite. C'est un animal qui est très casanier en plus, qui aime bien ses habitudes. Et qu'est-ce qu'on fait à ces animaux-là? On leur donne une ration parfois très concentrée, qu'ils vont manger sur un court laps de temps. On les déplace d'endroit en endroit, on les emmène en concours, on les emmène en course, on les fait voyager. Et tout ça, ça prédispose un petit peu aux coliques. Alors vous me direz, faut bien qu'ils fassent ce qu'on leur demande de faire, les chevaux. Oui, mais il faut essayer quand même, dans la mesure du possible, de se rapprocher un petit peu de ce mode de vie. Ça veut dire donner par exemple du fourrage, c'est extrêmement important. Donner régulièrement du foin de bonne qualité à des chevaux, je pense que c'est ce que l'on peut faire de mieux pour que leur transit intestinal se déroule le mieux possible. L'autre chose qu'il faut faire, qui est prouvée là de manière scientifique et avec des études rétrospectives, c'est qu'il faut vermifuger les chevaux. Vermifuger les chevaux régulièrement, c'est s'assurer du fait qu'ils ne sont pas parasités, et les parasites intestinaux sont une source de coliques. Donc ça, ce sont des éléments simples que tout un chacun peut mettre en œuvre pour éviter d'avoir ce genre de symptômes-là. Mais il n'empêche que, comme je l'ai dit au tout départ, il y a un certain nombre de particularités anatomiques, je dirais de choses particulières au cheval, à cette espèce, qui font que les syndromes abdominaux sont particulièrement violents et qu'on les a regroupés sous le vocable général de colique. Alors quels sont les premiers symptômes qui vont en général alerter le propriétaire lorsque son cheval est atteint de maladies respiratoires? Le symptôme numéro 1, ça peut être l'apparition de jetage au bout du nez du cheval. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir repérer, c'est quelque chose qui a coulé des naseaux. Hein. Facile à repérer en général, ça, les gens le savent bien. Le symptôme numéro 2 qui va être facilement repérable, c'est la toux. Ça, tout le monde a déjà vu tousser un cheval et sait reconnaître ce symptôme-là. Le troisième symptôme qui est un petit peu plus discret, c'est la modification de la courbe respiratoire. Un cheval inspire et expire en 2 temps, bien sûr, et ces temps sont à peu près égaux. Lorsqu'il a des difficultés respiratoires chroniques, bien souvent, l'effort expiratoire, c'est-à-dire le moment où le ventre se contracte, est souvent plus important et plus prolongé. On voit qu'il y a une difficulté à ce niveau-là. Ça peut être un signe aussi que les gens sauront repérer. L'étape suivante, c'est d'avancer un petit peu. Pour ça, en règle générale, on fait réaliser un examen clinique par un vétérinaire. Et un des moyens, bien entendu, après la vérification de l'ensemble des symptômes qui ont été décrits, c'est d'ausculter le cheval. Ausculter le cheval, on a tous vu ça, met un stéthoscope et on écoute ce qui se passe au niveau thoracique. L'autre élément que l'on peut faire réaliser, c'est une inspiration-expiration forcée. Alors évidemment, on ne peut pas dire au cheval « inspirer, expirer ». Ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a recours à une petite astuce. On met un sac comme ça sur le nez du cheval. On le fait appliquer comme ça. Le cheval va respirer un petit peu plus son propre gaz carbonique et donc se mettre à hyperventiler progressivement. Et on réalise l'examen à l'auscultation à ce moment-là, de manière à entendre un petit peu mieux les bruits anormaux qui passent à travers le stéthoscope. Puis à partir de là, eh bien, on peut avoir des suspicions de diagnostic de maladies pulmonaires chroniques. À partir de là, on fera d'autres examens. Ça pourra être une fibroscopie, ça pourra être des radiographies pulmonaires, ça pourra être éventuellement une échographie dans certains cas. Et à partir de la fibroscopie, c'est-à-dire de passer un endoscope dans la trachée, dans les plus petites voies respiratoires, on pourra réaliser des prélèvements. Et éventuellement, à partir de là, on fera des analyses de laboratoire. Ce qui est certain, c'est que chez les chevaux qui vivent au box et dans un environnement qui par la force des choses est poussiéreux, un cheval ça vit dans la paille, dans le foin, on a une irritation que je qualifierais d'un petit peu chronique de l'appareil respiratoire. Cette pathologie qui est fréquente eh bien, nécessite des traitements qui eux vont être chroniques de la même façon que la maladie l'est. Et ce sont ces choses-là que l'on va traiter soit avec des médicaments que l'on va donner par voie générale, soit maintenant on peut disposer d'appareils qui sont des inhalateurs et c'est sans doute sur les chevaux qui ont des problèmes chroniques la meilleure façon de lutter contre ces maladies-là puisqu'on donne de petites doses de produits
qui vont directement au bon endroit. Bien entendu, l'autre volet du traitement, l'autre volet qui est absolument au moins aussi important que l'administration des médicaments, c'est le contrôle de l'environnement. On change parfois la litière, au lieu d'utiliser de la paille, on va utiliser des copeaux dépoussiérés. Ça peut être un moyen aussi de solutionner le problème. Voilà ce qu'on peut dire rapidement sur les maladies respiratoires chroniques du cheval. Coup de chaleur, coup de sang, deux affections à ne pas confondre. Le coup de chaleur, c'est une maladie qu'on appelle aussi scientifiquement myoglobinurie paroxystique et aussi maladie du lundi. Pourquoi maladie du lundi? C'est très simple, c'est parce qu'elle survient sur un cheval qui n'a pas travaillé le dimanche et qui se remet au travail le lendemain avec un effort supplémentaire sans qu'on ait réduit l'alimentation auparavant. Alors, brutalement, au bout de 10-20 minutes de travail, le cheval s'arrête. Il est campé, il est anxieux, il transpire. Ses muscles sont tétanisés. Si vous passez les mains sur la croupe, vous allez sentir des muscles extrêmement durs. Il halète, il respire très rapidement. Son rythme cardiaque s'accélère, sa température corporelle monte. Alors là, il faut s'arrêter tout de suite parce que c'est grave. Les muscles sont en train de s'abîmer et ils vont dégager de la myoglobine qui va se traduire par une urine couleur marron clair. On décèle le cheval. On le laisse immobile, on appelle immédiatement le vétérinaire car c'est une urgence. Il peut y avoir des conséquences considérables, notamment au niveau du rein et au niveau des muscles même qui risquent de se détruire. La prévention coule de source, une alimentation raisonnable, sans excès, et un travail progressif sur un animal qui n'a pas donné dans les semaines ou dans les jours précédents tout l'effort qu'il devait donner. Le coup de chaleur, c'est autre chose. C'est une insolation. C'est une congestion. Ça se produit quand un animal est exposé à une forte chaleur. Pourquoi? Parce que le cheval est un animal qui se refroidit assez mal. Autant l'hiver, il peut se réchauffer, autant l'été, eh bien, sa masse musculaire produit énormément de chaleur. Et si elle en produit en excès, cette chaleur ne s'élimine pas, elle crée une congestion généralisée. Alors évidemment, c'est la maladie du cheval qui travaille trop fort, par une température trop élevée. Mais ça peut se produire aussi au box, dans des températures élevées. Et surtout, faites aussi attention, car lorsqu'on laisse un animal dans un vent exposé au soleil, la température intérieure du vent peut monter à plus de 50 degrés, ce qui risque d'être fatal pour le cheval, car l'insolation peut provoquer des lésions nerveuses gravissimes et condamner le cheval à brève ou longue échéance. L'urgence de traitement dans le coup de chaleur, c'est de refroidir l'animal par tous les moyens possibles. Des douches froides, de la glace sur l'encolure et sur le corps, et bien sûr, appeler immédiatement le vétérinaire. La fourbure est une affection très grave qui atteint le pied du cheval. Il s'agit d'une désunion entre le podophile, c'est-à-dire la couche inférieure, les lamelles qui fournissent la corne, et le kéraphile, c'est-à-dire la corne elle-même. Cette fourbure provient de causes soit vasculaires, des congestions, soit toxiques, avec des différentes actions enzymatiques, soit une fourbure due au poids, une fourbure dite mécanique. Alors cette fourbure se traduit toujours par des symptômes sévères. Vous trouvez l'animal qui est raide, campé sur ses postérieurs. Les antérieurs sont extrêmement douloureux, le sabot est chaud, le pouls est accéléré, l'animal semble souffrir beaucoup et transpire, ce qui fait quelquefois penser même à des coliques. La fourbure atteint en général les pieds de devant, moins souvent les pieds de l'arrière, ce qui explique d'ailleurs cette position antidouleur de camper. Alors, la fourbure, vous allez la rencontrer le plus souvent pour des causes alimentaires, c'est-à-dire le cheval qui va à l'herbe fraîche au printemps, ou qui a changé de nourriture, ou qui a un excès de glucides, un excès de nourriture ou un changement de nourriture. Et cette fourbure, c'est une urgence, car si vous ne la soignez pas, eh bien, ça va aboutir à des causes et des conséquences absolument dramatiques qui peuvent condamner le cheval. Ça peut s'accentuer, le sabot peut basculer et aller pratiquement perforer la sole et rendre le cheval totalement incapable de poursuivre une activité normale et quelquefois même une vie normale. Alors quand vous constatez une fourbure, eh bien il faut ramener le cheval au box tout doucement parce qu'il a extrêmement mal, il a du mal à marcher.
vous allez lui doucher les membres assez longuement avec un jet d'eau froide. Vous allez surtout le mettre à la diète complète, et vous allez appeler le vétérinaire qui, lui, va lui faire des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des AINS, et va lui faire également des antidouleurs, car, je le rappelle, c'est une affection extrêmement douloureuse. Et puis, dans la suite des événements, c'est le maréchal Ferrand qui va prendre le relais pour éviter tous les problèmes secondaires aux fourbures. Eh bien, il va mettre des fers spéciaux. Alors la teigne, c'est l'envahissement des poils par des champignons qui s'appellent les dermatophytes. Alors, il existe un certain nombre de facteurs qui favorisent l'apparition des teignes chez le cheval comme dans d'autres espèces. D'abord le jeune âge, les animaux jeunes sont plus à risque. D'autre part, il y a des facteurs d'environnement. Les animaux qui sont mal entretenus, qui sont confinés dans des zones humides, ont plus tendance à faire des dermatophytoses. Ce sont des champignons, ça se développe plus facilement quand il y a un environnement humide. Il existe plusieurs types de champignons. Certains parasitent l'homme, d'autres se retrouvent exclusivement sur l'animal et d'autres encore, dits telluriques, sont présents dans l'environnement. Dans ce dernier cas, le risque de réinfection est constant, rendant le traitement plus difficile encore. Il faut savoir que le champignon ne peut pénétrer la peau sans qu'il y ait au départ une abrasion. À partir du moment où il y a une effraction cutanée, le champignon va pénétrer dans la peau, il va se mettre au niveau d'un follicule pileux, la zone qui produit le poil, il va pénétrer en profondeur. Donc au tout début, ce qu'on va voir, c'est le poil qui tombe et une petite zone sans poil. Et puis au bout d'un moment, cette zone sans poil va augmenter de taille, souvent c'est rond, mais pas toujours, et on va observer des pellicules, un état squameux de la peau. On peut voir des croûtes, on peut voir des suppurations, et puis il faut aussi savoir que l'urticaire, ça peut être en fait une fausse urticaire et ça peut être une teigne. La teigne se localise partout sur le cheval et n'importe où. Il y a toutefois des zones de prédilection, comme le dos, le thorax et les épaules. Le traitement peut être différent en fonction de l'espèce du champignon. Celui-ci doit être identifié à l'occasion de l'examen. Alors, le diagnostic il est relativement facile. Il se fait soit par prélèvement de poils qu'on va regarder au microscope, et on verra les spores des champignons, soit avec une petite lampe qui s'appelle la lampe de Wood, qui est une lampe qui émet des rayonnements ultraviolets. Et parfois, certains types de champignons vont avoir une fluorescence. Et puis surtout sur la culture fongique, c'est-à-dire qu'on prend les poils, on les envoie à un laboratoire et le laboratoire répondra si oui ou non il y a des champignons. Donc ça, c'est l'aspect d'une culture de champignons après plusieurs semaines d'inoculation sur le milieu. C'est-à-dire qu'on a pris les poils sur un cheval suspect de teigne, on a mis ces poils au milieu de cette gélose de saboureau, et puis on place cette gélose à 32 degrés, et après on attend de voir si ça pousse ou si ça ne pousse pas. En général, ça met une dizaine de jours à pousser, et en regardant au microscope, on peut savoir quelle est l'espèce précise de champignon en cause. Le traitement est lourd et coûteux, c'est certain. Il faut savoir qu'il n'y a pas un traitement, il y a plusieurs traitements. Et ça dépend de l'espèce de champignon qu'on va retrouver. À titre d'exemple, il faut utiliser des traitements locaux, et parfois un seul traitement local suffit. Il faut l'administrer longtemps, ça c'est vrai, mais quand c'est le cas, ce n'est pas forcément très onéreux. Quand il faut faire un traitement général associé, là c'est déjà un petit peu plus lourd. Et puis quand il faut décontaminer tout l'environnement parce qu'il s'agit d'un champignon qui est contagieux pour les autres chevaux, voire pour l'homme, quand il faut désinfecter le matériel de harnachement, le matériel de pansage, quand il faut porter des gants, quand il faut faire une quarantaine au cheval, là oui c'est onéreux et long. Les dermatoses, autrement dit les affections cutanées, sont très fréquentes chez le cheval. Il s'agit le plus souvent de réactions allergiques au pollen, aux moisissures, aux acariens, ainsi que des affections aux parasites. On distingue la DERE, ou dermatite estivale due à des piqûres d'insectes, et les dermatites hivernales qui s'attrapent en boxe, ou plus généralement en milieu confiné. Alors, la dermatite estivale récidivante des équidés, qu'on appelle la DER, se manifeste par des symptômes cutanés à dominante de démangeaison. Alors les insectes se retrouvent partout, c'est vrai, mais surtout près de zones humides, marécageuses ou boueuses, et en particulier en France, en Normandie ou dans les pays de la Loire, c'est une entité très fréquente du fait de la température qui y règne, parce que les moucherons se développent plus facilement quand il y a des températures aux alentours de 10-12 degrés la nuit. Toutes les races peuvent être atteintes. Ceci étant dit, il existe des prédispositions raciales, et en particulier dans la race islandaise,
qui est une race qui est très prédisposée à faire cette maladie, et c'est grâce d'ailleurs à cette race qu'on a pu suspecter un mécanisme génétique. Tout d'abord, il y a une piqûre, ou plusieurs piqûres, parce qu'en fait, il y a souvent plusieurs piqûres, et après, dans la piqûre, il y a des molécules qui sont des protéines, qui sont des protéines allergisantes. C'est-à-dire que localement, il y a une réaction qui se passe, qui est une réaction d'allergie, d'hypersensibilité, on appelle ça, et cette réaction va provoquer localement un afflux de cellules inflammatoires, et ces cellules inflammatoires vont provoquer une démangeaison et l'apparition de lésions, principalement des petits boutons. Ces démangeaisons font que le cheval va se gratter, se frotter, et à partir de là, il va lui-même se créer des lésions, d'où l'importance que prend la dermatose. Alors malheureusement, il n'y a pas d'examen qui soit un examen diagnostique fiable à 100%, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par prise de sang ou par test, vérifier l'allergie chez les chevaux malades. Ceci étant dit, on peut avoir recours à un certain nombre d'examens complémentaires qui vont nous aider dans le diagnostic, en particulier les intradermoréactions, c'est-à-dire les tests d'allergie, qui consistent à injecter dans la peau des substances, des extraits en fait des insectes en cause, et on observe après quelques minutes, voire 24 ou 48 heures, s'il apparaît ou pas une boule à l'endroit où on a injecté les extraits d'insectes. Si on voit cette boule apparaître, ça veut dire que l'animal est sensibilisé au moucheron et potentiellement peut donc être allergique. Alors il n'y a pas de guérison d'abord, ça c'est quelque chose qui est important à savoir. Malheureusement, il n'existe pas de traitement qui soit complètement absolu pour cette maladie, donc c'est une thérapeutique qui doit être axée sur 3 grands pôles. Le premier pôle, c'est un traitement anti-inflammatoire pour diminuer les démangeaisons et diminuer l'inflammation cutanée. Deuxième pôle, c'est un pôle insecticide, bien entendu, à la fois sur l'animal et dans l'environnement. Et puis troisième pôle, c'est l'utilisation de shampoings ou de produits locaux pour aider à améliorer la dermatose. Certaines maladies se rencontrent plus souvent l'hiver que l'été, comme les poux ou la gale, mais la saison n'est pas à mettre en cause. Ce sont davantage des facteurs environnementaux. En fait, les chevaux moins souvent à l'extérieur sont confinés ensemble, augmentant les risques de contamination. Le traitement contre les poux se fait par simple insecticide. La gale, plus rare aujourd'hui grâce à l'efficacité des antiparasitaires et des vermifugations, se soigne elle aussi assez bien. Les traitements sont beaucoup plus difficiles quand il s'agit de maladies de peau chronique ou d'allergies, d'autant que celles-ci peuvent se répercuter sur l'état général du cheval. Alors que faire pour minimiser les risques d'infection ? Alors la prévention, c'est le premier élément à prendre en compte. C'est vrai, ceci étant dit, que dans l'espèce équine, le problème c'est les glandes sudoripares. Le cheval, ça sue beaucoup. Et donc en fait, tout ce qu'on va mettre localement sur la peau va être très rapidement éliminé par la sueur. Alors on peut passer des lotions sur les chevaux, on peut shampouiner les chevaux. Il faut d'ailleurs les shampouiner quand ils sont sales et puis voire même quand ils ne sont pas sales. Donc au contraire, il faut le faire. Les lotions antiparasitaires, il faut les passer. C'est avant tout des vermifugations et des traitements acaricides ou insecticides réguliers. Et ça, je crois que la plupart des éleveurs maintenant le font. C'est vraiment un élément majeur pour éviter ces soucis.